C'est lunaire en fait pour un Parisien de se dire que dans le 7e, un 50 mètres carrés, ça coûtait 180 000 € il n'y a pas si longtemps que ça. On a regardé, les prix dans la rue sont très stables, il n'y a que des beaux immeubles, etc. Ça ferait un bien à... Bah c'était pas très intéressant, ça aurait été beaucoup plus rentable d'acheter juste le CAC 40 et de réinvestir les dividendes que d'acheter un appartement dans le 7e. Donc ça vous montre un peu la puissance de la bourse. On dit tout le temps l'immobilier c'est génial, oui mais regardez, voilà, s'il a un coup de mou un jour, il s'est engueulé avec Emmanuel, et bien hop, prend la voiture blindée avec chauffeur et il part au château. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais analyser le patrimoine de notre nouveau Premier ministre, François Bayrou. C'est parti. Du coup, François Bayrou, vous le connaissez, pas besoin de le présenter. 73 ans, Premier ministre depuis quelques jours. Et j'ai envie de dire, taulier de la politique, puisque vous allez voir qu'il a cumulé les postes depuis 79. C'est vraiment un vieux routier du système. Et du coup, c'est assez intéressant, puisque vous avez peut-être entendu de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP. Et du coup, on allait voir, dès qu'il a été nommé, est-ce que son patrimoine était déclaré? Eh bien non, c'est en cours. Les ministres nouvellement nommés ont 6 mois pour les déposer, alors des nouvelles déclarations. Donc forcément, il y a un sacré délai, puisqu'en fait, la haute autorité les vérifie, les impôts les vérifient. Ben, bref, c'est tout un cirque. Par contre, on a quand même trouvé pas mal d'informations. Je pense que c'est assez intéressant de les partager. Pour moi, ça met en lumière deux choses. D'une part, c'est qu'il y a quand même relativement peu de transparence sur la vie publique en général. C'est absolument pas une constatation, un parti pris politique, hein, c'est tout simplement une réalité. Tous les politiques, quels qu'ils soient, bénéficient quand même d'une omerta assez forte. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique parce que c'est nos impôts qui les payent, donc nous, on devrait savoir ce que ces gens possèdent. Et là, bien, on ne le sait pas, mais vous allez voir, on sait quand même pas mal de choses. On a notamment retrouvé une déclaration d'intérêt il y a quelques années, donc celle-là, elle date de 2021. Et là, on voit que, par exemple, on retrouve certains types de revenus, par exemple, ces revenus d'auteurs. Comme moi, il fait partie de la grande famille des auteurs, François Bayrou, et donc il a gagné pas mal d'argent en fait. Hein. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je pense qu'un livre, un auteur comme lui, doit gagner à peu près 2 ou 3 euros. Allez, je dirais 2 euros, ouais, 3 euros par livre. Donc ça fait quand même un paquet de livres vendus. Hein. Ça fait un paquet de livres vendus, surtout qu'ici c'est... Alors c'est du net, je crois, après impôt. C'est quand même pas trop mauvais. Donc voilà, ça fait des 10 000, 8 000 livres vendus. Enfin bref, c'est pas trop mal. Plutôt solide. Il a aussi été exploitant agricole. Et ça, vous allez voir pourquoi. Et après, bon là, c'est le cumul des mandats dans tous les sens. Il a été dans l'Office du tourisme. Il a été président bénévole, parce que c'est un truc aux Pyrénées, du SPL Palais Beaumont, Béarnais Habitat, Centre Hospitalier de Pau. Enfin bref, il a été vraiment président de beaucoup de choses. Il a beaucoup de grosses capacités de travail apparemment chez Monsieur Bayrou, puisqu'il sait faire beaucoup de choses en parallèle. Mais bon, il n'est pas rémunéré pour ça. Par contre, il a été rémunéré pour la mairie de Pau. Ici, vous voyez les salaires. Il y a des choses un peu bizarres parce que par exemple, son salaire a été relativement faible. Après, il a explosé, il a doublé. Et ensuite, il a chuté énormément. Par contre, on voit qu'en parallèle, il y a d'autres fonctions qui ont commencé, notamment le président de l'agglomération, le président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Et donc, ça fait des beaux revenus. Et donc, au global, on a analysé ses revenus. Et donc, actuellement, voilà combien, a priori, M. Bayrou gagnerait. Le salaire de Premier ministre, bon celui-là il est public, il n'y a aucun problème, c'est à peu près 16 000 € bruts par an, donc ça fait à peu près 110 000 € net, donc plutôt un très confortable revenu. En même temps, bon, difficile de critiquer un salaire d'un Premier ministre. Pour info, le président est payé à peu près la même chose. Ça semble assez normal au final vu les responsabilités. Maire de Pau, alors maire de Pau, vous vous souvenez, eh bien il y avait l'indemnité ici, hein, c'était plutôt les montagnes russes, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon en moyenne c'est à peu près 30 000 € par an net. Et bien là il avait déclaré qu'il ne voulait pas toucher ces indemnités depuis qu'il était Premier ministre. Bon il a quand même pris un petit jet privé pour aller à un conseil municipal complètement lunaire où il s'est fait allumer par tous les conseillers, c'était assez marrant, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais en tout cas, il n'est plus payé pour ça. Par contre, il est toujours président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Si vous demandez à quoi ça sert, eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Mais en tout cas, c'est 30 000 € par an et ça fait 10 ans qu'il a quand même ce petit mandat. Il est également exploitant agricole puisqu'il élève des chevaux sur sa propriété. Il a une propriété, vous allez voir après, qui est assez gigantesque. Bon, ça fait 50 ans qu'il le fait et c'est un fils d'agriculteur. C'est vrai que ça, c'est quand même assez beau. C'est que c'est quelqu'un qui vient du peuple, hein, qui vient vraiment de la terre et qui devient Premier ministre. C'est pas quelqu'un qui est né rue de l'Université dans le 7e. Donc franchement, déjà, pas évident de parcourir un chemin comme ça. Donc c'est assez admirable. Et on voit que ça rapporte un petit peu d'argent. Auteur, bon, vous avez vu, les ventes de son livre, elles sont quand même en chute libre. Hein, ça rapporte plus grand chose ces derniers temps. Donc on s'est dit, là vous avez vu en 2019, 663 €. Mais bon, c'était en cours. C'était en cours non, c'était sur une année complète. Allez, on va dire, vu qu'il est devenu Premier ministre, les gens vont peut-être acheter un peu son livre. Donc allez, 1 000 €. C'est également le président du Modem depuis 17 ans quand même, et le président du Parti démocrate européen, très beau parti, depuis 20 ans. Il n'est pas rémunéré pour aucune de ses fonctions. Revenu global, 161 000 € pour notre
notre ami François Bayrou. Donc ça fait un beau cash flow, hein, je vous l'ai modélisé ici. Ça fait des sacrés revenus. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on continue puisque M. Bayrou a quand même cumulé les mandats depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est un défenseur du cumul de mandats parce qu'il disait qu'il faut avoir un ancrage à la fois local et national. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'on ne devrait pas cumuler les mandats. Je pense qu'on ne devrait pas pouvoir cumuler, enchaîner d'ailleurs les mandats tout court. On devrait limiter le nombre de mandats. C'est mon avis à moi. Donc il a été député pendant 10 ans. Député, ça gagne 71 000 € net par an avec plein d'avantages. Hein. On n'a pas inclus les avantages. Donc sur ça, il a gagné 700 000 € en 10 ans. C'est pareil. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Un député, ça a quand même beaucoup de responsabilités. Ce qui est plus dérangeant, c'est qu'il y a une espèce de flou artistique total sur la façon dont ils gèrent les enveloppes qui sont à leur disposition. Et ça, c'est plus embêtant parce que je pense qu'un député devrait être irréprochable sur les dépenses qu'il fait. Rappelez-vous, certains candidats ont embauché leur femme ou leur mari comme assistant. Ça me pose problème. Ma femme, bon, j'ai pas de femme, mais si je n'avais une, c'est pas mon assistante ou mon assistant chez Finari. Je trouve ça un peu bizarre. En plus, chez Finari, encore, vous allez me dire, c'est de l'argent privé, donc peu importe. Là, c'est de l'argent public. J'embauche ma femme, mon mari ou mes enfants. Un peu border quand même. Bon, a priori, je sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas, ça a rapporté 700 000 € sur les 10 dernières années. Député européen également pendant à peu près un peu moins de 3 ans. Ça paye mieux. Ça paye mieux d'être député européen. 93 000 € nets par an, donc pareil, hein, ça fait 230 000 €, avec évidemment l'hôtel qui est payé, les transports, la nourriture, etc. Donc concrètement, vous dépensez rien, hein, vous dépensez 0 pour votre fonction. Même le pressing est pris en charge, ce qui est normal puisque vous êtes en représentation. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent à investir. Vous voyez où je veux en venir. Il a été ministre aussi, ministre de l'éducation de mémoire. Et là, 4,5 ans, 324 000 € un ministre, ça gagne à peu près 10 000 € par mois brut. On a déjà parlé, le président de la communauté d'agglomération. Il a été conseiller général également pendant 25 ans. Ça rapporte aussi sa casque, 30 000 € par an. Maire de Pau pendant 10 ans. 30 000 €. Auteur, il a quand même pas mal vendu, hein. Pas un mauvais auteur pour Plon, c'était son éditeur, donc c'était plutôt rentable. Et après, il a eu des fonctions qui évidemment ne sont pas rémunérées. Donc au final, allez, on estime que sur sa carrière, il a gagné à peu près 2,7 millions d'euros, ce qui est pas mal, mais pas non plus énormissime pour quelqu'un qui a une carrière politique aussi impressionnante. Plutôt logique, mais bon, ce qui est plus dérangeant, c'est qu'en fait, on peut quand même cumuler pas mal de mandats. Typiquement, on peut être député. Je pense qu'on peut être président de la communauté d'agglomération. On peut aussi être maire en même temps. Donc ça fait 3 choses. Vous me direz dans les commentaires, il y a peut-être eu un changement à ce niveau-là, mais ça fait beaucoup de couches. Et évidemment, à chaque fois, ça fait des indemnités et ça fait des revenus qui tombent. On passe au patrimoine. Et là, c'est le premier truc qui est un peu pénible, c'est que il a été ministre. Je sais pas si vous vous souvenez, il a été ministre pendant très peu de temps. Quelques mois après, il a démissionné. Je crois que c'était vraiment très peu de temps. Hein. Et donc, il y a eu un petit flou juridique qui a permis à François Bayrou de ne pas publier sa déclaration. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a décidé ou si c'est la haute autorité qui a décidé de ne pas le publier. On n'en sait rien. Et c'est ça le problème. En fait, ça qui est plus dérangeant. C'est que si vous allez devant la représentation nationale, vous devriez accepter qu'en fait, on prenne une loupe et qu'on regarde exactement ce qu'il y a dans votre patrimoine. Ça me semble normal, en fait. Parce que c'est les impôts qui vous payent. Si c'était pas les impôts, si c'était des privés qui vous paieraient, mais pas de problème. Vous faites ce que vous voulez. Personne n'a à savoir ce que vous possédez. Là, pour moi, il y a un besoin de transparence et donc ici, malheureusement, on n'a pas sa déclaration. Et vous avez vu, depuis qu'il est Premier ministre, ça n'a pas encore été publié. Bon, ça c'est normal, ça date. Il y a peut-être d'autres trucs à gérer que de remplir une déclaration. Du coup, qu'est-ce qu'il possède? Un appartement rue Claire. Alors la rue Claire, c'est ça que ça s'écrit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le 7e arrondissement de Paris, donc c'est un endroit plutôt chic. Hein, on va pas se mentir. Bon, je prends une adresse au hasard. Je sais pas s'il habite vraiment là, mais bon, c'est une toute petite rue et les prix sont assez stables. Donc en gros, c'est là et c'est pratique parce qu'en fait, l'Assemblée nationale, elle est juste à côté. Elle est juste ici. Hop, elle est là, rue de l'Université, Assemblée nationale. Donc c'est un bel endroit entre la Tour Eiffel et l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, il a très bien acheté puisqu'il a acheté pour 179 000 € dans les années 90 de mémoire, fin des années 90. Donc à l'époque, c'était une bouchée de pain. Imaginez 50, si vous vivez pas à Paris, difficile à dire, mais c'est lunaire en fait pour un Parisien de se dire que dans le 7e, un 50 mètres carrés, ça coûtait 180 000 € il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on est allé sur, alors je crois que c'est Meilleurs Agents. On a regardé les prix dans la rue sont très stables. Il n'y a que des beaux immeubles, etc. Donc on est à peu près à 13 000 € du mètre et donc ça ferait un bien à 671 000 €. Donc une performance de 270%, enfin 270% de plus-value. Donc un rendement annualisé de 5%. Donc c'est pas mal quand même, hein, 5% par an. Après, si on regarde typiquement la performance du CAC 40, qui je rappelle est un indice qui ne réinvestit pas les dividendes, donc la performance est un peu sous-estimée. Là ici, j'ai depuis 1990, de mémoire, il a acheté son appartement en 1997, donc bon, c'est pas exactement ça, mais vous voyez, les marchés a été plutôt flat, donc on peut estimer que ça a fait à peu près 250% de plus-value sur une période très similaire, sans les dividendes réinvestis. Et si vous voulez voir la différence entre un indice dividende réinvesti et dividende non réinvesti, vous avez ici, donc vous avez PX1GR, donc c'est le CAC 40 avec les dividendes réinvestis.
ici et vous avez le PX1 qui est CAC 40 standard. Et là, vous voyez que malheureusement, j'ai que depuis 2009, donc je peux pas vous montrer beaucoup plus, mais depuis 2009, le PX1 GR, il fait 265%, juste depuis 2009. Donc imaginez depuis 97, ça doit être monstrueux, sachant que sur la même période, le CAC 40, il fait plus 119%. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne sais pas comment François Bayrou a financé cet achat, mais typiquement, s'il l'a financé en cash, possible, donc s'il a acheté l'appartement cash, c'était pas très intéressant, ça aurait été beaucoup plus rentable d'acheter juste le CAC 40 et de réinvestir les dividendes que d'acheter un appartement dans le 7e. Donc ça vous montre un peu la puissance de la bourse. On dit tout le temps l'immobilier c'est génial, oui mais regardez. Par contre, effectivement, si on met dans l'équation un emprunt, malheureusement on n'a pas cette information, on l'a pas trouvé en tout cas, et bien dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant, mais la performance est quand même pas si terrible. Donc la performance du PX1, franchement depuis 97, elle doit être plutôt de 400%. Quelque chose comme ça, donc c'est quand même un très bel investissement. Donc le mieux probablement pour François Bayrou, ça aurait été de mettre évidemment le minimum d'apport, aucun apport si possible, et de financer avec un emprunt. À l'époque, j'ai regardé, les taux ils étaient à 5%, donc c'était pas non plus complètement, enfin c'était élevé, mais c'était pas non plus fou. Et s'il mettait 20 000 euros d'apport, il empruntait 139 000 euros, ça lui faisait une mensualité à 800 euros. Donc vraiment, c'était plutôt un bon investissement, à condition qu'il ait pris un emprunt. Et encore une fois, ça je ne sais pas. Mais s'il a acheté en cash, il aurait mieux fait d'acheter le CAC 40. Imaginez le S&P 500, ça aurait été encore mieux. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a une maison à Bordère, qui est son village de naissance, petit village, 600 habitants. Et donc pareil, on a regardé sur Meilleurs Agents combien ça valait une maison. Alors c'est très difficile à dire, mais bon, vous voyez, c'est vraiment minuscule, Bordère, c'est ça en gros, c'est quelques rues. Et maison de 2400, enfin ça vaut 2400 euros du mètre carré. Lui, il a acheté une maison il y a très longtemps et il l'a payé 65 000 euros. Alors on ne sait pas combien de crédits reste. On a simplement trouvé que lorsqu'il a été candidat au présidentiel en 2012, il lui restait encore du crédit dessus, ce qui est plutôt bizarre parce que ça faisait plus de 30 ans qu'il avait acheté la maison. On pense qu'il a dû refinancer des extensions ou financer des travaux, je ne sais pas. En tout cas, il a 9 hectares, des écuries, une grange. En tout cas, en 2012, il avait déclaré que ça valait 450 000 euros. Donc ça, c'était sur sa déclaration quand il a été candidat au présidentiel. Difficile à vérifier. Donc, si on part du principe que ce prix était juste en appliquant l'inflation des prix, on a pris 2% par an, eh bien, on estime qu'aujourd'hui, ça vaut 650 000 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Après, voilà, c'est des biens un peu particuliers, 9 hectares, etc. Donc, c'est là qu'il a d'ailleurs son exploitation agricole. Ça, vous pouvez le voir sur Papers, d'ailleurs, vous pouvez le voir ici. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que sur Papers, il est noté ce qu'on appelle PPE, personnalité politiquement exposée. C'est-à-dire que typiquement, si demain François Bayrou s'inscrit sur Finari et veut investir en crypto, bien, on est obligé de faire des vérifications supplémentaires puisque forcément, il a un impact direct, il a un pouvoir politique assez fort. Et donc, vous pouvez être PPE si vous êtes homme politique, femme politique, si vous êtes enfant d'un politique. Donc, typiquement, les enfants de Brigitte Macron sont des PPE aussi. Les enfants de François Bayrou le sont aussi d'ailleurs. Et là, c'est assez marrant, vous avez la cartographie de François Bayrou. Donc, vous voyez, il est au centre et il est lié à beaucoup d'établissements qui eux-mêmes sont liés à des milliards de trucs. Mais bon, tout ça est public. Enfin, c'est des établissements publics. Donc, voilà, le chiffre d'affaires, etc. C'est pas comme si c'était ses entreprises. C'est pas forcément super intéressant. Crédit immobilier, on en a parlé. On n'a pas beaucoup d'infos. À l'époque, il avait un crédit immobilier en 2012. Je pense que c'est pour faire des travaux. En tout cas, maintenant qu'il est Premier ministre, il va pouvoir se faire plaisir puisque, il a son salaire, je vous l'ai dit, à peu près 110 000 euros net par an. Il a 2 logements de fonction, Matignon, que vous connaissez, rue de Varennes. Il a également le château de Souzy-la-Briche, qui est un petit château sympa. Donc voilà, s'il a un coup de mou un jour, il s'est engueulé avec Emmanuel, prend la voiture blindée avec chauffeur et il part au château. Il a également évidemment une voiture avec chauffeur. Enfin, il a plusieurs gardes du corps. Je pense qu'il a, j'irais à peu près entre 5 et 10 gardes du corps à minima. J'avais croisé, comment il s'appelle, Édouard Philippe dans un café qui jouait au flipper avec ses enfants. C'est une histoire vraie. Et c'était assez marrant parce que j'étais rentré, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, il y a des gens qui ont l'air d'être en train de surveiller quelque chose. Il y a des gens qui attendaient. Enfin, vous avez déjà vu des policiers en civil, ça se voit à 4 km à la ronde. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai vu Édouard Philippe qui jouait au flipper. Et donc, il y avait des gens dans le bar, il y avait des gardes du corps dans le bar, il y avait des gardes du corps qui étaient en terrasse devant le bar, il y a des gardes du corps qui étaient dans une voiture de l'autre côté. Et je disais qu'en tout, il y avait, je pense, 2 voitures, 3 motos. Donc, ouais, ça faisait à peu près une dizaine de personnes qui le surveillaient. Donc, voilà, il aura la même chose, François Bayrou. Il a également un avion qu'il a déjà pris pour aller à un conseil extrêmement important à Pau. Il peut prendre la SNCF, mais en réalité, ils prennent très peu le train parce qu'il y a tout un truc de sécurité. Il faudrait mettre un policier sous chaque pont ou quelque chose comme ça. Donc, forcément, c'est hyper compliqué. Normal qu'ils prennent l'avion, même si c'est malheureusement polluant. Et la voiture avec chauffeur est un avantage à vie. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à vie ou pas. Je crois qu'il y a plusieurs théories là-dessus. De mémoire,
mémoire, c'est jusqu'à la retraite ou jusqu'à un certain âge. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu plus de détails. En tout cas, il peut garder certains avantages, ce qui est normal parce que ça reste quand même une personnalité qui est exposée, même une fois qu'il n'est plus en poste. Et donc après son départ, qui va arriver très vite, hein, on a vu qu'en ce moment c'est un peu la valse, c'est la valse des premiers ministres, eh bien il aura une prime de 3 mois de salaire, et donc le chauffeur, et un secrétaire particulier pendant 10 ans, jusqu'à l'âge de 67 ans. Donc voilà, c'est ça. Donc le chauffeur, il l'a à vie, ça c'est cadeau, c'est bon, c'est bonus, c'est offert par vos impôts, merci. Et après, il a le secrétaire particulier pendant 10 ans jusqu'à l'âge de 67 ans. Mais bon, vu qu'il a 73 ans, a priori, c'est plutôt les 10 ans qui s'appliquent. Et ensuite, il a des dépenses de représentation, faut bien s'acheter des petits costumes, des cravates et des chemises, donc ça c'est entre 100 et 150 000 euros, bon c'est assez standard. Protection policière à vie, évidemment. Et combien ça coûte tout ça? On a regardé et c'est difficile à dire en fait. Hein. L'État français, c'est un budget de centaines de milliards par an. Donc bon, le Premier ministre, en gros, ça coûte 1,5 million par an à peu près. Ça augmente. Vous avez des dépenses automobiles, des dépenses du personnel. Franchement, c'est pas déconnant quoi. Pour protéger et faire tourner un pays, qu'on dépense un petit peu d'argent, ça me semble assez standard. Mais ce qu'on a fait comme exercice qui est assez marrant, c'est qu'on s'est dit combien il pourrait avoir de patrimoine. Parce que là, si on regarde, il a sa maison 650 000 euros, il a son appartement 671 000 euros, donc il a à peu près 1,3 million de patrimoine immobilier. Il doit bien avoir un petit peu de cash. Quand en 2012, dans cette déclaration, il n'y avait pas de placement financier, il n'y avait aucun patrimoine financier, ce qui est fou quand même. Il avait du cash, il y avait peut-être des livrets, voilà, il avait des livrets. Mais de mémoire, il y avait peut-être 100 000 euros de liquidité, il avait beaucoup d'argent sur un compte courant. Du coup, on s'est amusé à projeter son patrimoine. Bon, vous avez vu, ses rémunérations, elles ont été quand même très importantes. Il a gagné beaucoup d'argent dans sa vie. Là, actuellement, bon, si on enlève le poste de Premier ministre, il était quand même à peu près, parce qu'en fait, si on enlève le poste de Premier ministre et on remet la mairie de Pau, en gros, on tombe à 100 000 euros. Donc je me dis, pas déconnant de dire qu'il aurait pu investir 1 500 euros par mois lycée. Ça fait 45 ans qu'il fait de la politique, notre ami François Bayrou. Et donc, en partant de zéro, parce qu'a priori, il n'avait pas de patrimoine spécifique, il a racheté de la ferme de ses parents, de mémoire. On va dire qu'il avait zéro. En investissant 1 500 euros tous les mois, évidemment, un peu moins au début, plus à la fin, et bien, et en investissant dans l'équivalent des marchés actions, 8% par an, il aurait pu avoir 7 millions d'euros de patrimoine financier. Et ce qui est fou, et là vous voyez la puissance des intérêts composés, il aurait versé 800 000 euros, il aurait eu 6,1 millions d'euros d'intérêts. Et là c'est assez intéressant parce qu'en fait la question qu'on se pose c'est est-ce que c'est politiquement acceptable d'être aussi riche? Et je pense qu'en France ça ne l'est pas. Et c'est un vrai problème parce que en fait s'il avait investi dans le CAC 40 typiquement, ou dans un indice large, le MSCI World, je vois pas vraiment le conflit d'intérêts qu'il y aurait parce que c'est pas lui, député, maire de Pau, député européen, qui va vraiment avoir une influence assez forte pour faire bouger les marchés. Donc il prend pas de position spécifique, il prend plutôt une position large sur les marchés financiers, profite d'un mouvement de hausse. En plus, je trouve que c'est un bon message à envoyer parce que quand on publie les déclarations des politiques, on voit qu'ils investissent aussi. Donc finalement, je trouve ça assez, je trouve que ça serait un bon message et je verrais pas trop de conflit d'intérêt s'il achetait des titres de société, ce serait un peu différent évidemment. Mais voilà, je pense que ça passerait malheureusement pas, ou malheureusement j'en sais rien, hein, mais en tout cas ça passerait pas trop bien auprès de l'opinion politique alors que c'est plutôt normal en réalité. Et voilà, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, donc c'est normal qu'il ait un patrimoine assez important. En tout cas, si on compare ses revenus à d'autres hommes ou femmes politiques de premier plan, alors c'est un peu difficile parce que par exemple en Allemagne, c'est pas exactement la même chose, c'est un chancelier, c'est pas un premier ministre. En Angleterre, c'est pas exactement la même chose, c'est un prime minister, mais c'est plutôt un président. Donc, mais bon, vu que le président et le premier ministre ont le même salaire, on a pris cette comparaison-là. Et donc on voit que typiquement, le mieux payé, c'est Lawrence Wong de Singapour. Lui, il a 1,6 million, c'est un footballeur. Après, il y a Viola Amherd en Suisse, 500 000 euros quand même. Et ensuite, on voit que les Autrichiens, eux, sont à 300 000, mais de mémoire, voilà, c'est un chancelier en Autriche. Et en Allemagne, on a Olaf Scholz qui est à 293 000 euros. Donc, il est quand même pas méga bien payé par rapport à ses petits homologues. Lawrence Wong, lui, il peut carrément s'acheter une Porsche, quoi. Donc, il est plutôt bien loti. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est quand on regarde aux États-Unis, là, c'est complètement fou. En fait, les membres du Congrès, eux, sont pas spécialement bien payés en réalité, mais ils sont riches. Ils sont méga riches, sont tous riches, et donc vous pouvez voir les trades. On va vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous avez Capital Trades, et donc vous voyez par exemple les derniers trades qui ont été faits. Donc on voit aujourd'hui, ce matin à 4h du matin, eh bien il y a Quayne Mullin, républicain apparemment de l'Oklahoma, je dirais, Oka. Ben, il a acheté un iShares, il a acheté un MSCI, il a acheté un ETF. Voilà, il a acheté, alors on sait pas combien, on sait juste le size approximatif. On sait que c'est entre 100 000 et 250 000 $, hein, donc c'est pas non plus
des trucs ridicules. Et vous avez évidemment Nancy Pelosi qui est devenue une star grâce à ça, parce qu'elle est trop forte en fait. Vous avez même des apps qui permettent de copier les trades de Nancy Pelosi. Et elle, bon, c'est une génie en fait, hein. Elle a une performance de dingue. Donc là, vous voyez le volume de trading sur la période. Donc là, on est sur 3 ans. Elle a tradé 57 millions de dollars d'actions. Complètement lunaire. Elle a tradé quoi? Elle a tradé du Nvidia, elle a tradé du Apple, elle a tradé du Alphabet, du Microsoft. Elle est all-in sur la tech. Et on voit que elle achète, elle vend gentiment. Donc là, typiquement, qu'est-ce qu'elle a fait le 31 juillet? Et elle s'est acheté entre 1 et 5 millions d'euros d'Nvidia. Voilà, tout simplement. Ensuite, elle a vendu entre 1 et 5 millions de Microsoft parce qu'apparemment, elle était plus fan de la boîte. Ah, grosse erreur, elle a vendu du Tesla alors que Tesla a explosé depuis que Trump est élu. Donc bon, là, Nancy, pas très forte. Mais sinon, elle est vraiment assez performante. Elle a une performance qui est assez admirable. Ça pose quand même des gros problèmes de délit d'initié. Et ça, c'est un vrai sujet aux États-Unis. Donc, c'est l'inverse. En fait, en France, on a des ministres, des députés qui sont fiers de dire qu'ils ont 100 000 euros sur leur compte courant. Et aux États-Unis, vous avez des députés qui carrément s'en foutent de trader publiquement plus sur des sociétés pour lesquelles ils vont faire voter des lois. Donc, c'est complètement lunaire. Et vous avez aussi une autre ambiance, puisque pour l'administration de Trump, on a regardé qui était au gouvernement, ou qui allait venir au gouvernement. Donc évidemment, vous avez Musk, qui est l'homme le plus riche du monde. Vous avez Leandro Rizzuto, il pèse 3,5 milliards. Warren Stephens, ambassadeur, 3,4 milliards. Vous avez Linda McMahon. Pour les fans de catch, c'est la femme de Vince McMahon. Eh bien, elle vaut 3 milliards. Howard Lutnick, 2 milliards. Charles Kushner, 1,8 milliard, qui en plus, c'est le père de son gendre. Ambassadeur de France, donc on aura un milliardaire ici. Thomas Barak, 1 milliard. Jared Machin, 2 milliards. Enfin, bref, c'est lunaire en fait. Vous avez que des milliardaires. Donc c'est quand même une autre ambiance. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Mais en tout cas, là-bas, c'est open bar. En résumé, je trouve que François Bayrou, il a été plutôt bon sur ses investissements immobiliers. Rue Claire, c'était vraiment pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il aurait pu quand même, au vu de ses revenus, mettre un tout petit peu dans des ETF et accumuler un patrimoine énormissime, 7 millions d'euros. Donc là, ça aurait pu être beaucoup plus gros. Mais bon, il l'a pas fait. Et quand on compare aux autres pays en Europe, on reste quand même, et dans le monde surtout, on reste quand même un pays où les politiques en général sont assez peu exposées à la finance. Et c'est même plutôt mal vu. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a intéressé. Évidemment, le but, c'est purement éducatif. On veut partager de l'information publique et on pense que c'est important de mettre de la transparence sur nos responsables politiques. Donc voilà. Donc quand il y aura un prochain Premier ministre, ce qui pourra arriver très bientôt, je referai la même vidéo pour avoir la même rigueur sur l'analyse. Si vous voulez que j'analyse un vrai patrimoine cette fois avec votre Finari, etc., vous postulez, le lien est dans la description. Je vous souhaite des bons investissements. Rendez-vous dans le Béarn pour élever des chevaux avec François Bayrou. Je vous dis à très vite. Ciao.